Vous pensez n'avoir besoin de personne. Vous avez vos compétences, votre équipement, votre plan. Quand tout s'effondrera, vous disparaîtrez dans les bois et survivrez à tout le monde. Pas de drame, pas de trahison, pas de poids mort, juste vous. C'est le fantasme. Voici le calcul. Vous allez mourir. Pas peut-être, pas probablement. C'est une certitude statistique. Et ce ne sera pas dramatique. Ce sera stupide, évitable et solitaire. La stratégie du loup solitaire est une condamnation à mort enveloppée d'ego. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Commençons par le calcul le plus simple, le sommeil. Vous avez besoin de 6 à 8 heures d'inconscience par jour pour fonctionner. Ce n'est pas négociable. Et pendant que vous dormez, vous êtes hors ligne, vulnérable. Vous ne pouvez pas voir les menaces, entendre les intrus ou réagir à un incendie. Seul, vous êtes exposé pendant un tiers de chaque jour. Cela représente 240 heures par mois de vulnérabilité totale. Les pièges et les alarmes aident, mais ils ne s'adaptent pas. Une menace intelligente apprend votre périmètre, trouve les failles, et vous ne le saurez pas jusqu'à ce que vous vous réveilliez avec quelqu'un penché sur vous, ou que vous ne vous réveilliez pas du tout. Dans un groupe, ce problème disparaît. Les rotations de garde signifient que quelqu'un est toujours éveillé, toujours alerte. Le calcul est simple. Un loup solitaire qui dort est un loup solitaire qui meurt. Maintenant, parlons des blessures. Pas une blessure par balle, juste une entorse à la cheville. Seule, c'est une condamnation à mort potentielle. Votre mobilité est réduite de 70%. Vous ne pouvez pas chasser. Vous ne pouvez pas cueillir. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes confiné à votre abri, épuisant vos réserves dans un compte à rebours de 2 à 6 semaines avant la famine. Dans un groupe, une entorse à la cheville est un contretemps. Quelqu'un d'autre chasse. Quelqu'un d'autre maintient la sécurité. Vous récupérez. La capacité du groupe diminue, mais ne s'effondre pas. Les études sur les situations de survie isolées montrent des taux de blessure de 60 à 80%. Vous allez vous blesser. La seule question est de savoir si vous avez une redondance quand cela arrive. Pour le loup solitaire, toute blessure grave déclenche une horloge mortelle. Ensuite, la mathématique calorique. Dans un scénario de survie, vous avez besoin de 3000 à 4000 calories par jour. Le taux de réussite d'un chasseur en solo dans la nature est d'environ 25%. Cela signifie que 7 chasses sur 10 échouent, et chaque chasse brûle des centaines de calories. Vous dépensez 500 calories pour 25% de chance d'en gagner 2000. Faites le calcul. Au mieux, vous atteignez l'équilibre. Plus probablement, vous êtes en déficit calorique. Vous mourrez de faim lentement. Dans un groupe, les taux de réussite à la chasse bondissent à 60, 70 ou même 80%. Vous coordonnez des battues, installez des embuscades. Une chasse réussie nourrit tout le monde. Le groupe fonctionne avec un surplus calorique. Le loup solitaire fonctionne sur les vapeurs, jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Enfin, il y a la mathématique psychologique, qui est tout aussi mortelle. Les humains sont des animaux sociaux. Après 2 semaines d'isolement complet, votre cerveau commence à dysfonctionner. La production de dopamine et de sérotonine chute. Vous ressentez de la paranoïa, des pensées intrusives, des hallucinations auditives. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la biologie. L'isolement cellulaire est une torture pour une raison. Et vous ne réaliserez pas que cela arrive. Vous penserez que vous vous adaptez jusqu'à ce que vous preniez une décision catastrophique qui vous tue, et qu'il n'y ait personne pour vous arrêter. Vous devenez votre propre point de défaillance unique. Vous tombez malade. Il n'y a personne pour s'occuper de vous. Votre outil principal se casse. Il n'y a pas de secours. Votre plan n'a aucune redondance. Et cela signifie zéro marge d'erreur. Alors vous vous dites peut-être « mais je suis plus costaud, plus intelligent, mieux préparé ».
Peut-être. Cela n'a pas d'importance. Vous êtes toujours soumis à la même mathématique. Et la mathématique se moque de votre ego. Les données historiques sur les famines, les guerres et les effondrements montrent que les individus isolés meurent à des taux 3 à 5 fois plus élevés que les personnes dans des groupes coopératifs. Ce n'est pas un jugement moral, ce sont des statistiques. Le loup solitaire meurt, mais la meute survit. Vous avez vu pourquoi le loup solitaire meurt. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle les groupes survivent. Et plus important encore, comment en construire un qui n'implose pas? Parce que voici la vérité inconfortable. La plupart des groupes échouent aussi. Pas parce que la coopération est une mauvaise idée, mais parce que la plupart des gens ne comprennent pas la mathématique de la dynamique de groupe. Ils rassemblent des gens et sont surpris quand cela dégénère en une situation à la Sa Majesté des mouches. Il y a une science à cela, et cela commence par la taille. Le nombre optimal pour un groupe de survie de haute confiance n'est pas arbitraire. C'est 5 à 8 personnes. Plus petit, et vous êtes vulnérable. Perdez une personne et votre capacité chute d'un tiers. Plus grand, et la complexité de la communication explose. Avec 5 personnes, vous gérez 10 relations. Avec 10, vous en avez 45. Chacune est un point de défaillance potentiel. 5 à 8 est le point idéal. Assez grand pour absorber une perte. Assez petit pour prendre des décisions rapidement. Maintenant, qui en fait partie? Vous avez besoin de compétences complémentaires et de personnalités compatibles. Un médecin, un chasseur, un ingénieur. Pas de redondance, pas de lacunes critiques. Tout le monde est irremplaçable. Mais la personnalité est l'endroit où la plupart des groupes explosent. Vous avez besoin de personnes stables sous pression, pas de narcissiques ou de profiteurs. La personne charmante au brunch peut être un boulet quand elle a froid, faim et peur. Comment le savoir? Vous les testez. Sortie de camping en groupe, scénario de crise simulé. Testez votre groupe maintenant, parce qu'il sera trop tard quand votre vie dépendra déjà d'eux. Lançons les chiffres. Un loup solitaire travaille 20 heures par jour. Il est paranoïaque, manque de sommeil et subit un déficit calorique constant. Il est à une mauvaise blessure de la mort. Un groupe de 5 personnes, avec une rotation de garde. Tout le monde bénéficie de 8 heures de sommeil protégé. Tout le monde travaille sur des tâches spécialisées. Le succès à la chasse monte en flèche. La cueillette est plus efficace. Le groupe fonctionne avec un surplus calorique. Après un mois, le loup solitaire est mentalement instable. Le groupe a construit une infrastructure. La coopération est un multiplicateur d'efficacité. Elle transforme une équation perdante en une équation gagnante. Mais qu'en est-il de la confiance? C'est une stratégie, pas un sentiment. La théorie des jeux appelle cela le donnant-donnant avec pardon. Vous commencez par de petites tâches coopératives. Vous observez. Font-ils leur part? Communiquent-ils honnêtement? Si oui, la confiance augmente progressivement. Sinon, vous recalibrez ou vous les expulsez. Et s'ils trahissent le groupe, c'est pourquoi vous avez besoin de règles avant la crise. Des motifs de renvoi clairs et convenus. Vol, violence, refus de contribuer. Si quelqu'un franchit la ligne, le groupe vote et il est dehors. Pas de débat. Cruel? Oui, mais nécessaire. Un groupe qui tolère les profiteurs se fracturera. Pour le leadership, oubliez le consensus. C'est la paralysie. Oubliez l'autocratie. C'est fragile. La structure optimale est le leadership distribué. Le médecin prend les décisions médicales. Le chasseur prend les décisions de chasse. L'expertise est respectée. Quand vous rencontrez un autre groupe, vos 5 à 8 personnes sont une force de dissuasion crédible, pas une cible facile. Vous êtes dans la zone boucle d'or. Vous pouvez vous engager prudemment en utilisant le commerce comme test pour bâtir des alliances parce que les petits groupes forment des réseaux et les réseaux renforcent la résilience. En fin de compte,
Le fantasme du loup solitaire n'est pas une question de force, c'est une question de peur. Peur de la vulnérabilité, peur de la trahison. La vraie force consiste à reconnaître vos limitations et à construire un système pour compenser. Votre vie entière a été soutenue par des réseaux. Un effondrement rend simplement ces réseaux plus petits et plus visibles. Alors, voici l'équation finale. Le loup solitaire meurt. Le petit groupe bien structuré survit. Un réseau de groupes alliés prospère. L'évolution a compris cela il y a des millions d'années. La mathématique ne ment pas. Les chiffres disent « coopérez ou mourrez ». À vous de jouer. Si cette analyse de la mathématique de la survie a changé votre vision du mythe du loup solitaire, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les dures vérités et les stratégies que l'histoire a prouvé être efficaces. Préparez-vous pour l'avenir. Le prochain plan de survie sera bientôt dévoilé.